TV. Vendée, passer plus de temps devant leur Vendée. La nouvelle fait immédiatement la une des journaux et se répand dans le monde entier. Le thème retenu cette année, le showbiz, le sport, le milieu, l'argent sale, et si on vous disait tout, on vous dira peut-être pas tout quand même, mais enfin un petit peu, il faut quand même faire une petite mise au point au départ, c'est qu'on ne va pas jeter l'opprobre sur une profession dans son ensemble. Il est évident que l'ensemble des gens qui participent à la société du spectacle, je pèse mes mots car il y en a dans cette salle, ne sont pas, c'est pas tous une association de malfaiteurs, mais bien sûr que la lumière attire, la lumière et l'argent attirent toujours des gens parfois, souvent très recommandables et parfois un peu moins, et donc nous voulions mettre un coup de projecteur sur cet aspect des choses. Nous allons évidemment commencer, comme c'est souvent le cas dans ces causeries du Palais, puisqu'elles se situent dans le cadre du festival Simenon. Michel Carli va nous faire la transition, si je puis dire, entre Simenon et ce dont nous allons parler ensuite, puisqu'il va nous parler du personnage du producteur de cinéma dans l'œuvre de Simenon. D'ailleurs, ce personnage qui n'est pas toujours extrêmement, je crois, sympathique, il va vous raconter tout ça. Alors Michel, je rappelle en 2 mots qui il est, mais enfin vous le savez tous, c'est un grand spécialiste de Simenon, c'est un biographe de Simenon. Il a notamment écrit, alors il a écrit de nombreux ouvrages, mais notamment un livre sur Simenon et la Vendée qui est paru il y a 2 ans, non? C'est cela, Michel, de 3 ans. Voilà, je lui passe la parole, Michel. Pierre, tes précautions seront les miennes. Il est évident que si je parle de Simenon et des producteurs de cinéma, ça n'envisage absolument pas l'ensemble de la profession, bien entendu. C'est le regard de Simenon et ce que ça nous a fait rater comme rendez-vous extraordinaire. Alors c'est un secret pour personne. Simenon doit beaucoup au cinéma, puisque dès 1932, avec Le Chien jaune de Jean Taride, avec La nuit du carrefour de Jean Renoir, Maigret apparaît sur les écrans. L'année suivante, ce sera Julien Duvivier qui va mettre en image la fameuse Nuit du carrefour. Et déjà, Maigret est connu grâce, entre autres, au cinéma. Alors pourquoi, c'est la question, pourquoi trouver dans à la fois les romans de Simenon et les reportages de Simenon, j'insiste sur reportage, ces charges récurrentes contre les producteurs de cinéma? Eh bien, c'est un petit peu l'histoire que je vais vous raconter brièvement. Eh bien, le monde du cinéma dans l'œuvre de Simenon apparaît comme un univers extrêmement cynique. Les scénaristes, les producteurs sont toujours des baudruches débiles et surtout des manipulateurs sans scrupules. Pour vous donner une idée, voici ce qu'il dit dans Le voleur de Maigret: cette bande de types se croit du génie parce qu'ils travaillent dans le cinéma. Fin de citation. Vous voyez que c'est assez acide. Que s'est-il passé d'assez commotionnant entre Simenon et ses premiers producteurs de cinéma? Eh bien, attaquons tout de suite avec ce qu'il nous dit et ce qu'il nous raconte, et vous allez voir que c'est tout à fait le sujet que Didier Gallo a choisi pour ses conférences du Palais, puisque, en fait, le problème, nous avons nagé dans l'argent sale, dans la corruption, dans les magouillages, et c'est bien le sujet que le juge Gallo a souhaité que nous abordions. Voici ce que Simenon, en 1934, dans une série d'articles sur la France des années 30, publiés dans Le Jour, voici au 12e article, il règle ses comptes avec les producteurs de cinéma français. Alors, je vais simplement citer cela parce que vous allez voir qu'il va raconter justement la raison de cette haine farouche. Voulez-vous que je vous raconte comment on fait un film? On a tiré 3 de mes romans
et je connais si bien la combine que depuis lors, je renonce aux joies de voir mes personnages à l'écran. Cela commence en général comme ceci. Un monsieur qui est moldovanaque, illyrien ou andorran, qui fréquente le bar X ou le restaurant Z, et qui n'a pas un sou vaillant, s'en vient trouver un écrivain. Voulez-vous me vendre vos droits pour 100 000 francs? Signez-moi une option, dans une semaine, tout sera fini. 100 000 francs. L'option en poche, il va trouver un autre monsieur, espagnol ou sud-américain, et à qui il dit « J'ai les droits de tel roman, trouvez-moi 500 000 francs, je dis bien 500 000 francs, et je vous mets de moitié sur l'affaire. » Jusqu'ici, deux types, sans sous, qui demandent à un troisième, dis donc, si tu m'obtiens 5 minutes de conversation avec M. Z, je te donne 10% dans l'affaire. Z, c'est un fabricant de pointes de Paris ou de corsets qui a justement une petite amie qui... 3 petits points de suspension. Z finit par mettre 500 000 francs à condition que la petite amie, 3 petits points de suspension. Seulement, les 500 000 francs ne sont déjà plus 500 000 francs. Celui qui a l'option et l'intermédiaire vivent déjà depuis 15 jours sur les bénéfices supposés et doivent de toute urgence trouver de l'argent frais. On choisit alors un metteur en scène et on lui dit « Écoutez, on ne vous paye pas, mais nous préférons vous intéresser pour 30% dans les bénéfices. » On dit la même chose à la vedette. Après 15 jours, on a déjà promis par contrat 250% des recettes. Et le film n'a pas encore commencé. D'ailleurs, les 500 000 francs ont à peu près fondu en frais d'études, en frais de voyage sur la Côte d'Azur où une scène pourrait être tournée, en Bretagne où il y a un raccord à faire, ici ou là, en Provence, à Prague, etc. Mais on commence à tourner quand même. On tourne dans des studios loués à crédit, sur de la pellicule achetée à crédit, avec du personnel qui sera payé un jour, si, 3 petits points de suspension. Le premier, le Hongrois ou le Transylvanien, qui a eu l'idée du film, s'intitule, bien entendu, directeur de la production. Celui qui a fait connaître le fabricant de pointe de Paris est nommé superviseur. La petite amie du fabricant de pointe de Paris est devenue vedette. On détourne. Fin de la semaine, personne n'est payé. On distribue des chèques non datés et je ne parle pas des interventions qui ont eu lieu quant au scénario, quant au dialogue, quant à la distribution, quant au décor. Le marchand de clous a voulu que ce soit plus gai et que sa petite amie reste tout le temps durant le tournage et à l'écran. Le Hongrois a tenu à changer les répliques. L'intermédiaire, bombardé sous-directeur, a intercalé une scène de bal musette, parce que le bal musette, ça fait un peu français. Finalement, on offre un cocktail à la presse. C'est le super film qui, c'est la superbe film que. Le film est fini, c'est un navet et personne n'en veut. Voilà. Vous voyez que c'est à boulet rouge que Simenon tire sur ce système de cinéma un peu ambigu. Et pour illustrer cela, examinons l'affaire, par exemple, de La tête d'un homme. Vous savez que Julien Duvivier est réalisateur,
Et au départ, Simenon veut tourner le film lui-même dans les caves du Carlton aux Champs-Élysées. Mais ça ne se fait pas. Alors il vend les droits, il vend ses droits, il vend les droits du roman. Et Duvivier commence à parler du roman d'une manière condescendante en disant « oui, le petit roman de Simenon », et de parler du grand roman, du grand film de Duvivier. Évidemment, ça agace Simenon, bien entendu. C'est le fils de Kalman Levy. C'est le fils de Kalman Levy qui a acheté les droits à Simenon, en prétendant qu'il avait de l'argent, plein d'argent devant lui. Et vous voyez que le scénario recommence. En fait, raconte Simenon dans une lettre à Renoir, de l'argent, il n'y en avait pas, sauf quelques dizaines de billets que Kalman a dépensés en préparatifs. Alors, les conflits entre le romancier et la production se multiplient. Simenon est tenu à l'écart de tout travail d'adaptation. Il monte à Paris dès l'approche du premier tour de Manivelle, et on lui dit « Ah, vous allez voir, ça va être génial, voici le scénario ». Et Simenon lit le scénario et il est atterré, il ne reconnaît pas son roman. Évidemment, cette fois, ce sont les scénaristes qui vont faire les frais de sa colère, puisqu'il va les traiter d'amateurs, il va avoir cette phrase extraordinaire, il dira « Ces scénaristes, ils ne savent pas écrire, s'ils savaient écrire, ils seraient romanciers. » Bref, comme dit Simenon, toujours dans cette même lettre à Jean Renoir, il faut s'attendre dans le cinéma à ces espoirs suivis de désillusions, et c'est pourquoi j'abandonne en me réfugiant dans ma bonne vieille littérature. Alors, l'échec du film, bien sûr, comme le dit Simenon, est la faute des producteurs, la faute non de ceux qui l'ont fait, mais de ceux qui l'ont payé. Je vais donner deux autres exemples, puisque nous sommes presque sur la plage, deux exemples maritimes. En 1938, avec La Marie du Port, adaptée du roman, Simenon applaudit quand la production souhaite, je cite, « un film de la mer qui puisse être vu par les marins ». Alors, Simenon, amoureux de la mer, exulte, bien entendu. Quelle n'est pas sa déception en voyant dans l'adaptation du film que le héros, joué par Jean Gabin, bien entendu, est à bord d'un bateau en péril, privé de son gouvernail, et que durant la tempête, le capitaine abandonne le pont et va s'enfermer dans la cabine pour causer avec la marine. Évidemment, Simenon est désespéré. Alors le coup de grâce viendra avec un film que tout le monde connaît, et surtout un roman que tout le monde connaît, c'est le fils Cardinaux, qui devient Le sang à la tête, adapté plus ou moins par Gilles Grangier, et que Gilles Grangier tourne à La Rochelle. Alors, quand Simenon découvre le film, il a cette réaction suivante: « Je suis resté stupéfait. Je ne reconnaissais ni l'histoire, ni les personnages. Ah, si, il y avait de réel dans le film que le banc de poissons à la criée de La Rochelle et les deux tours du port. » Point final. Alors, cette incompréhension, évidemment, est un peu caricaturée parfois. Chacun a son domaine. Et évidemment, en tant que littérateur, Simenon voit mal ces hordes de scénaristes venir disons, sur ses propres plates-bandes. C'est tout à fait humain, c'est tout à fait logique. Tout écrivain fait la même chose. Mais écoutons ce qu'il dit comme explication qui paraît pertinente en 1938 dans l'hebdomadaire Pour vous. L'auteur a une idée précise de ce que sont ces personnages, du dedans comme du dehors. Et il ne cédera pas au prestige commercial si dangereux de la vedette. Il voudra choisir des artistes qui collent à ces personnages et non pas l'inverse, adapter ces personnages à des vedettes. Alors on comprend que face à ces quelques événements, il y en a d'autres, bon, on m'a demandé de faire bref, je le ferai,
On comprend qu'après toutes ces déconvenues, les personnages de producteurs de cinéma, dans les romans, soient traités à l'acide. Dans Marie qui louche, par exemple, eh bien, vous avez un certain homme d'affaires du cinéma qui s'appelle Robert Besson, presque un clin d'œil, qui ne peut s'abstenir dans chaque soirée ou dans chaque cocktail de toucher les seins des femmes et de leur proposer immédiatement une petite partie fine ou claridge. Vous voyez que là, on est dans un côté caricatural que je vais vite abandonner. Parce que le milieu cynique du cinéma est très bien représenté, par exemple, avec le producteur Carus dans Le voleur de Maigret. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'aller plus loin, c'est-à-dire de voir, par exemple, comment dans Maigret et son or, Simenon va, avec habileté, noircir la profession. Là, il va choisir un producteur de cinéma qui s'appelle Jean Brodsky, qui promène ses petites amies aux Fouquet, ses Maximes, etc. Mais à l'issue du roman, on découvre avec étonnement que ce producteur de cinéma, Jean Brodsky, n'est autre que le chef de la bande des Tchèques qui terrorise, torture et exécute les habitants des fermes isolées dans le nord de la France, à l'instar des fameux chauffeurs du Nord, bien connus. Autrement dit, c'est une franche crapule qui a du sang sur les mains. Alors, le sommet de l'exécution littéraire, si je puis dire, est atteint avec Le Temps d'Anaïs. Alors, c'est un roman que beaucoup de Simenoniens connaissent, c'est un roman essentiel, qui date de 1950, donc déjà du début de la maturité. Et alors vous avez un héros qui s'appelle Albert Bauche. Ce héros tue le producteur de cinéma Serge Nicolas, producteur de cinéma donc, j'insiste, tout simplement parce qu'il a couché avec sa femme. Bon, jusque-là, rien d'original, bien entendu. Mais Simenon s'acharne. En effet, Bauche exécute le producteur je cite, de 22 coups de tisonnier, lui tire une balle de revolver en pleine figure, lui arrachant ainsi tout le bas du visage, puis, parce qu'il ne veut pas qu'il souffre, lui éclate la tête avec une statuette de bronze. Peut-être un César, peut-être d'ailleurs. Mais enfin, on a rarement vu Simenon décrire avec tant de cruauté une exécution d'un personnage. Vous voyez que c'est un cas, si je puis dire, de figure, puisque le portrait de ce producteur concentre vraiment le regard que Simenon a sur une certaine partie de la profession. Et là, nous allons baigner dans le sujet choisi par notre ami Didier Gallo. Alors, Serge Nicolas, malgré son nom, en fait, c'est un pseudo, puisqu'il s'appelle Serge Chopkin. C'est donc un Russe, un homme de l'Est, qui est directeur d'une affaire de cinéma, qui a travaillé pour la UFA avant l'arrivée d'Hitler. C'est une crapule, dit Simenon, séduisant, désinvolte, imbécile, prétentieux, qui hante les boîtes de nuit et les restaurants avec ses vedettes à son bras. Alors cet homme distribue des « Ah, mon cher » partout, distribue dans tous les lieux à la mode, mais provoque des situations extrêmement humiliantes. Quant à la situation de ses affaires, elle est parfaitement dans l'ordre de notre sujet. Elles sont loin d'être claires. En effet, Serge Nicolas, ce producteur, ne les traite jamais sous son propre nom. Il utilise des hommes de paille au nom bien français, bien entendu. Il se sert d'intermédiaires, il multiplie les faillites intéressées, l'échec sans provision. Il va même jusqu'à faire brûler les pellicules de certains films ratés pour toucher les assurances incendie. Il couche bien sûr avec toutes ses secrétaires, et ça je passe, et ne se préoccupe nullement ni des acteurs, ni des mises en scène. Par contre, il dirige totalement anonymement une société totalement fantôme, il corrige les contrats
après signature en modifiant les chiffres, ce qui est quand même assez habile, et puis en les diminuant, bien entendu. Hein. Et l'origine de ces fonds n'est autre qu'un douteux Levantin qui est aussi un homme de paille. Bref, il nage dans l'argent sale. Quant à son avocat, bien entendu, il n'est inscrit ni au barreau de Paris, ni à aucun barreau du monde entier, bien entendu. Donc, ce regard, de par ces romans, vous le voyez, cerne un cynisme, un monde de trafic en tout genre, et même une criminalité sous-jacente, voilà, qui nous remet en mémoire certains faits divers que nous connaissons. Et puisque nous parlons de ces faits divers, et puisque demain Bernard Violet viendra vous parler de l'affaire Markovic, j'ai été troublé de voir que dans le temps d'Anaïs dont je viens de vous parler, le criminel est exécuté d'une balle dans la tête, le playboy, Serge Nicolas, producteur, est exécuté avec une balle dans la tête par le criminel. L'appartement qu'occupe ce producteur se situe rue Daru à Paris. Étonnamment, à quelques centaines de mètres de l'avenue de Messine, où habitait un certain Stéphane Markovic. Et oui, il y a parfois des hasards étranges dans l'œuvre de Simenon. Là se trouve en effet l'hôtel particulier, vous savez, d'Alain Delon, où le Yougoslave, encore quelqu'un qui vient plus ou moins de l'Est, où le Yougoslave a son domicile dans un appartement prêté par la vedette, jusqu'au jour de septembre 1968, où cet homme douteux, Markovic, est retrouvé assassiné à Elancourt avec une balle dans la tête. Lui aussi a reçu la même blessure. Lui aussi navigue dans les milieux de cinéma. Lui aussi se fait passer pour le secrétaire particulier d'une vedette de cinéma. Lui aussi est un spécialiste du chèque en blanc, signé par l'acteur, bien entendu. Lui aussi accumule les succès féminins et lui aussi a une liaison avec la femme de l'intéressé, j'ai nommé Nathalie Delon. Vous voyez qu'il y a parfois des hasards étranges. Je voudrais terminer cette introduction, après avoir parlé donc du regard que Simenon a sur les producteurs, après avoir parlé des raisons de ce regard assez acide sur les producteurs de cinéma, je voudrais terminer quand même par le regard de tout un chacun, puisque nous sommes ici sous l'égide du nom de Georges Simenon, de son œuvre et aussi de son œuvre adaptée à l'écran. Et je terminerai, en fait, bien tristement, si je puis dire, par les rendez-vous ratés. Parce que, à cause de cette attitude des producteurs, de certains producteurs, bien entendu, nous avons à déplorer, à cause de ces combines, à cause de ce manque de discernement, nous avons quand même à déplorer pas mal de réalisations qui n'ont jamais vu le jour et qui étaient voulues, j'insiste, par l'auteur lui-même. Vous allez voir, je vais en citer quelques-unes, que c'est quand même dommage, ces rendez-vous manqués. Par exemple, en 1939, Simenon travaille à une adaptation du Passager du Polaris. Il rédige des fiches sur tous ces personnages pour les donner aux acteurs et actrices qui vont jouer le film. Ce qui est déjà un souci extraordinaire de la part d'un romancier. Alors, il a choisi lui-même, en fonction de ces personnages, et à la lumière du texte que je vous ai lu tout à l'heure, il a choisi lui-même ses vedettes. Il dit, je choisirais bien Viviane Romance, Jean-Pierre Aumont, Éric von Stroheim. Merveilleuse distribution. Projet annulé. En 1946, il suggère une adaptation du roman Rochelet, Le clan des Ostendais, et il propose Françoise Rosé et Rému dans les rôles principaux, avec à la caméra Jacques Feder. Projet qui s'effondre. En 1948,
Armand Lanoux propose à Simenon une adaptation de Lettres à mon juge. Simenon est enthousiaste. Il imagine déjà la distribution. Il pense à Louise Carletti pour Martine Anglebert. Pierre Freinet serait merveilleux, dit-il, dans le rôle d'Alavoine, de docteur Alavoine. Et on confierait le film à Henri-Georges Clouzot. Magnifique. Déjà, la production tempère ses ardeurs en disant « Oui, Louise Carletti, très bien, mais ça serait quand même pas mal de jouer le coup de la vedette et de confier le rôle à Michel Morgan. » Bon, c'est pas encore trop grave. La déception complète de Simenon arrive au moment où on lui annonce que pour Pierre Freinet, c'est assez impossible. Pourquoi? J'ouvre les guillemets. Parce que Yvonne Printemps ne veut pas que son mari ait des scènes d'amour avec d'autres femmes qu'elle. Le 1er mai 1949, le couperet tombe sur les espoirs de Simenon et le projet tombe aux oubliettes à nouveau. En 1949, nouvel avortement. Cette fois-là, Simenon pense à l'adaptation d'un de ses premiers romans non maigrés, Le Relais d'Alsace, avec le fameux personnage du Commodore. Et là, il a une idée géniale puisqu'il propose de confier le rôle à Louis Jouvet. Alors ceux qui connaissent le roman, Louis Jouvet ont été extraordinaires, choix des plus remarquables, oubliés très vite par la production. Alors, une dernière incompréhension, et celle-là, je crois, est assez étonnante, la plus flagrante tout au moins. Elle concerne un roman américain, puisqu'il est écrit aux États-Unis et il est situé aux États-Unis, c'est le roman Feu Rouge. Alors avec Feu Rouge, qui est un roman extraordinaire, qui est un roman en lui-même déjà cinéma, en 1955, Simenon est prêt à quitter les États-Unis et il signe un contrat avec le producteur Harold Hecht. Alors, Harold Hecht a précédemment fondé une maison de production avec Burt Lancaster. Ils ont produit entre autres Veracruz, les cinéphiles connaissent. Et le projet est bien amené, est bien mis sur les rails, ce qui est extraordinaire pour Simenon. Alors, en 1956, Simenon est rentré en France, il habite sur la Côte d'Azur. Les représentants de la maison de production, Lancaster Hecht, débarquent chez Simenon, on travaille avec Simenon, on découpe, on adapte, on écrit des dialogues, bref, le travail est pratiquement terminé. Les Américains repartent à Hollywood avec le travail réalisé en commun, et les choses se présentent bien, puisque, vous allez voir, le rôle principal de Steve dans le roman est pressenti soit pour James Stewart ou pour Burt Lancaster, ce qui est quand même remarquable. Eh bien non, les producteurs vont dire « Ah non, finalement, on laisse tomber le projet », et alors la raison est assez effrayante, puisque ce qu'entend Simenon doit le décevoir profondément. On lui dit « Désolé, le rôle principal féminin, Nancy, l'héroïne, n'est pas assez glamour. » Fin de citation. Alors vous voyez que, heureusement, par après, nous allons avoir dans les décennies qui vont suivre, nous allons avoir d'autres producteurs et surtout d'autres réalisateurs qui vont nous donner des merveilles d'adaptation à l'écran, qui font d'ailleurs toujours le bonheur des projections de ce festival. Nous allons avoir des Chabrol, des Granier de Fer, des Patrice Lecomte, des Jean Delannoy, des Claude Autant-Lara, des Henri Verneuil, qui vont donner leur lettre de noblesse au roman de Simenon porté à l'écran. Et ça sera le mot de la fin, il semble que Simenon, dans son article que je vous citais au début dans Le Jour, il semble que Simenon, lucide, ait justement pressenti la chose, puisqu'il termine son article sur le cinéma français des années 30, qui était si acide pour les producteurs, c'est ce que je vous ai lu au début,
il dit ceci: sans doute verrons-nous naître le vrai cinéma français bientôt, cinéma dont ils n'ont fait qu'une parodie. Ils ont fait du cinéma papier, du cinéma traite, du cinéma bancaire, du cinéma spéculation. Nous verrons peut-être venir l'ère du cinéma pellicule, du cinéma film, voire du cinéma chef-d'œuvre. Et il avait raison. Merci.